Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier Pain pour le prochain pour cette invitation et je tiens à vous remercier pour votre présence. Bon, je vais peut-être vous décevoir un peu car je vais parler ni d'Internet ni des réseaux sociaux. En effet, j'estime que le rôle de ces outils-là a été assez décortiqué maintes fois, surtout en relation avec le printemps arabe. Donc, les experts, les journalistes, les chercheurs et les analystes se sont trop intéressés à ce sujet. Je pense que le rôle des réseaux sociaux a été exagéré et je rejette des labels comme la révolution Internet ou révolution Facebook ou révolution Twitter et tous ces labels qui se sont répétés à plusieurs reprises. Internet reste un outil qui a certes facilité les choses et les a accélérées, cependant on ne peut pas en parler comme un acteur autonome de la révolution. D'ailleurs, des exemples comme le sort de la révolution syrienne ou le mouvement vert en Iran en 2009 en sont les preuves. Internet n'est pas une potion magique qui fait des miracles. En Tunisie, cet outil nous a servi surtout à briser la chape de plomb qui nous réduisait au silence. Et puis, pendant la Révolution, on l'a utilisé pour deux fonctions principales. La première, c'est informer les gens, car à l'époque, il n'y avait pas de médias, on ne pouvait pas nous exprimer librement. Et puis, on l'a utilisé aussi pour la mobilisation des gens. Donc, on utilisait Internet pour appeler les gens à manifester et participer à la défense de certaines causes. Donc, mais je tiens à dire encore une fois qu'Internet ne peut pas déclencher une révolution. La preuve, c'est que l'utilisation de cet outil pour dénoncer les injustices et la dictature en Tunisie a commencé bien avant le 17 décembre 2010. On a même eu un martyr d'Internet, Zohair Yahyaoui, qui a été arrêté sous le régime de Ben Ali, torturé, puis il est mort juste après sa sortie de prison à cause de toute la torture qu'il a subie. Donc on a eu plusieurs arrestations, mais ça n'a pas suffi à déclencher une révolution. Cela s'est passé en 2005 et puis on a eu plusieurs arrestations après. Donc, mais plusieurs facteurs doivent se réunir pour pousser les gens à se révolter, à dire non et vouloir changer les choses. Comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet d'Internet. Je préfère parler de l'engagement et du changement autrement à ma manière. Pour moi, deux vers de notre poète national Aboul Qassem al-Chaibi, scandés par des jeunes qui n'avaient pour arme que leur voix et leur poitrine nue offerte aux balles réelles, et parfois un ordinateur, une caméra et une connexion, ont fait vaciller le trône de l'un des dictateurs les plus pernicieux de notre ère et l'ont fait fuir comme un pauvre petit voleur de bazar. Cela s'est fait en quelques semaines, entre décembre 2010 et janvier 2011, et a fait libérer une déferlante qui continue encore et ne cessera point d'ici plusieurs années. Pour ne pas dire plusieurs décennies, de changer le visage et les réalités de notre monde tout entier. Ces deux vers qui disent « Lorsqu'un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répandre, force est pour les ténèbres de se dissiper, force est pour les chaînes de se briser. » Ces deux vers font partie de notre hymne national et semblaient jusque-là avoir été dépouillés de leur âme et devenus comme un dicton creux que l'on annonnait à toute occasion dite nationale ou comme une sagesse à laquelle on voulait tordre le cou et assujettir. Et l'on est en droit de se demander comment deux petits vers qu'on a toujours chantés, sans plus, se sont-ils transformés en une force si puissante et si mobilisatrice, et donc si porteuse, si prometteuse et si pleine de tant de changements. Et au-delà de ces deux vers, comment un peuple qui a accepté plus d'un demi-siècle durant le joug de l'absolutisme, de l'arbitraire et des corrompus a-t-il pu soudain se décider à prendre en main son destin et à narguer ses geôliers jusque dans leur place forte? Comment un peuple qui semblait loin de vouloir sortir de sa léthargie a-t-il pu surprendre tout le monde et le monde entier ouvrir dans son histoire une brèche par où l'espoir et le défi se sont introduits?
Comment un pays qui semblait voué à ne plus vivre son humanité, comme tous les humains, s'est-il levé subitement pour chanter sur le même tempo l'hymne du plutôt des changements? J'allais dire des changements tout azimuts. Comment un peuple qui semblait avoir été berné pour toujours s'est-il montré en quelques jours seulement en mesure d'ébranler au mieux de dégager ses oppresseurs? Comment des eaux qui semblaient dormir à l'ombre pour l'éternité se sont-ils comme dans un songe transformés en un tsunami salvateur et réparateur et donc si plein de changements? Ces questions n'ont pas cessé de me narguer depuis cette grande journée du 14 janvier 2011. Et à chaque fois que cela s'est fait une réponse, la même réponse m'est venue à l'esprit. C'est que notre peuple n'a de fait jamais cessé d'être libre et de désirer de s'affranchir. Et que l'occasion se présentant, notre jeunesse a vraiment décidé de vivre pleinement ou de périr en tentant de vivre comme tous les humains, libres et dignes. Et c'est ainsi que des gens, beaucoup de gens de tout âge, mais surtout parmi les jeunes femmes et hommes dans toutes les régions de Tunisie, qui paraissaient enclins à somnoler, à consommer leur vie, à éviter le pire et à se désengager de tout, comme on le leur a ordonné, ce sont sans que personne ne le prévoie ou le prédit massivement engagé, chacun à sa manière et selon ses moyens pour créer et faire aboutir le changement qu'ils ont formulé dans un slogan si éloquent. Emploi, liberté et dignité. Quand j'ai été honorée par l'invitation qui m'a été adressée pour participer à vos travaux et que j'ai pris connaissance des thèmes à discuter et des noms des érudits qui vont conduire le débat, il m'a paru impossible de répondre présente parce qu'il m'a semblé qu'on me demandait de jouer à un jeu et sur un terrain qui ne sont pas les miens. En effet, théoriser, philosopher et décortiquer, cela n'a jamais été mon fort. Puis, évoquant la question avec papa, il m'est apparu que, contrairement à ce que je pensais, il était en mes moyens de contribuer, un tant soit peu, à enrichir le débat. Car fille de la praxis et habituée du terrain, celui des combats quotidiens que notre peuple n'a cessé de mener depuis 5 ans contre l'ancien régime déchu, tout d'abord, et contre toutes les tentatives de restauration de la dictature et de rétablissement de l'obscurantisme qui n'ont cessé d'être menées pour contrer la révolution et la vider de sa substance ensuite, et en tant qu'observatrice, actrice ou complice des changements profonds qui ne cessent de secouer notre réalité, je pouvais bien me permettre de prétendre à une certaine contribution à vos travaux. En vous racontant des anecdotes de la vie réelle, en vous décrivant des faits et des événements, mais aussi en partageant avec vous mon vécu direct ou indirect, qui a quelque chose à faire avec l'engagement, le militantisme ou la militance, si vous préférez ce dernier vocable, ainsi qu'avec les changements qui s'en suivent. Cela me permettra, je le crois, de vous amener des éléments pouvant enrichir le débat ou l'étoffer et de garder à la fois la mesure en vous épargnant de mêler ma petite taille, tant physique qu'intellectuelle, il va sans dire, aux tailles majestueuses de nos honorables conférenciers qui sont pour moi de vénérables maîtres. Je vais donc parler de choses vécues et de constats de la vie réelle. Je commencerai en vous relatant ce que j'ai eu à vivre mardi dernier. Quoique ayant des acquaintances avec les jeunes qui ont imaginé et mettent en œuvre le mouvement rejetant le projet relatif à une loi dite de réconciliation nationale qui est généralement considérée comme attentant au processus de la justice transitionnelle, je n'ai appris que trop tard que les jeunes du patelin où j'habite, depuis peu se sont ralliés au dit mouvement et que leur manifestation, pourtant pacifique, et préalablement annoncée aux autorités concernées, a été réprimée et que 4 jeunes étaient en état d'arrestation. Sans aucune hésitation et sans même y réfléchir, je me suis précipitée au poste de police pour réclamer la libération des jeunes mis en arrestation. Des amis ont accouru pour m'en dissuader, arguant que j'allais moi-même être mise sous les verrous. Qu'à cela n'y tienne, j'ai continué sur ma lancée et, chose surprenante, les autorités sécuritaires ont accepté de m'entendre et à écouter mes arguments et ont fini sans nous faire trop attendre par libérer tout le monde. Ce qui m'a permis d'ailleurs de ne pas rater mon rendez-vous avec Christine Lagarde à laquelle j'ai pu exprimer, ne serait-ce
schématiquement et trop brièvement le ras-le-bol des jeunes par rapport à la situation économique, sociale et surtout sécuritaire ou répressive qui prévaut dans le pays. Analysant ce qui s'est passé, l'une des autorités morales qui me soutiennent a constaté qu'en réagissant comme je l'ai fait, j'ai fait preuve d'engagement ou de persistance dans l'engagement. Comprenant le risque que j'ai pris, j'ai fait preuve de détermination militante ou de militance durable. Qu'en osant remettre en question la mise aux arrêts des 4 jeunes, j'ai contribué à introduire des changements sur divers niveaux, dont notamment le niveau des relations autorités sécuritaires citoyens. Celui de la façon d'agir, de réagir et de se remettre en question des agents de sécurité, celui de l'introduction de nouvelles traditions respectueuses des droits humains et de l'acceptation d'un rôle de médiateur à jouer par la société civile et certains de ses visages représentatifs ou symboliques. Je ne sais pas vraiment si je partage toutes les conclusions de cette analyse, mais j'y ajouterai toutefois que ma démarche, tout à fait spontanée, s'est avérée fructueuse et qu'elle m'a réconfortée dans mon optimisme sur le long terme par rapport à l'évolution des choses dans notre pays et dans la quête que je partage avec des gens dont les rangs ne font, à mon avis, que grossir pour ce qui est de la diffusion de la culture des droits de l'homme. Et mon ami analyste d'ajouter, par ton action, tu as sûrement contribué à faire pointer des changements multiples et à divers niveaux, mais tu réaliseras bientôt que ton geste a changé toi aussi sur divers plans. Une deuxième histoire. Lorsque mon ami blogueur et journaliste Sofiane Chourabi et son collègue Nadir Ktari ont été portés disparus en Libye il y a un an, j'ai réalisé de façon qu'on pourrait qualifier de concrète que les contours des rangs des journalistes et gens des médias révolutionnaires, prétendus ou vrais, se mettaient de plus en plus à se préciser et que beaucoup désertaient le combat. L'engagement m'a paru dès lors une chose fragile et changeante, ce qui m'a fait comprendre aussi que les changements peuvent ne pas être durables, substantiels, ni même conséquents. Je pointe ici les attitudes de certains hommes et de certaines femmes, mais aussi les lignes de conduite de certains médias et de certaines institutions. Et encore une autre histoire plus ancienne, celle-ci. Mes parents, bien qu'ayant eux-mêmes eu affaire à l'engagement et payé leur dû envers leur patrie, m'ont paru souvent vouloir me dissuader de lutter, ou plus exactement de m'engager. J'en étais persuadée, je ne le comprenais pas et je ne l'admettais point. Jusqu'au jour où, à l'occasion de l'organisation par les cybernautes, cyberactivistes, courant mai 2010, du premier grand événement de contestation contre la censure, notre maison a été violée. Je dis violée parce que ce terme est celui qu'utilisent mes parents. Et tout ce qu'on possédait de matériel informatique et de biens précieux ont été pillés. En effet, ce jour-là, au lieu de me voir affronter le courroux de mes parents, je les ai trouvés, eux les premiers perdants, solidaires avec moi et comme fiers de mon engagement, aux côtés des étudiants et des blogueurs. Cela a changé, je pense, beaucoup de choses dans ma propre vie, mais aussi dans celle de mes géniteurs, et j'emprunte le terme à mon père quand il se fâche. Et lorsqu'apaisé et tranquillisé, j'ai pu m'en ouvrir à eux, j'ai compris que mes parents ne voulaient nullement me priver de mon droit ou de mon devoir à lutter, mais qu'ils cherchaient à m'orienter vers des engagements compatibles à mes capacités physiques et à mes ennuis de santé. C'est ce jour-là, me semble-t-il, que j'ai réellement compris que l'engagement pouvait ou devait se conjuguer en engagement au pluriel, diversifié et complémentaire. Et c'est ce jour-là que j'ai acquis la conviction que nulle circonstance ne pourrait justifier de ne pas s'engager. Formule que j'emprunte à l'Organisation mondiale contre la torture. Conviction dont j'adoucis souvent les contours à ma manière, en rappelant l'adage, slogan qui dit « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins » ou l'inverse, je ne le sais plus. À ce niveau de mon palabre, je crois qu'il est naturel que j'en tire quelques conclusions. L'engagement est en fait engagement à la fin S. Tout chacun devrait s'engager pour une cause ou une autre, à un niveau ou à un autre, et ce selon ses capacités, ses disponibilités ou ses préférences. Tout engagement peut générer un risque, un sacrifice
ou des désavantages. C'est pour cela qu'engagement signifie aussi militantisme ou militance. Tout engagement, quel qu'il soit, contribue à faire percer des changements profitables à l'ensemble des gens, populations ou humains. Mais que suis-je en train de faire là? Ne suis-je pas sur le point de marcher sur des plates-bandes qui ne sont pas miennes? Trêve de conclusion donc. Cependant, comme je m'étais engagée avec les organisateurs à pérorer une trentaine de minutes, permettez-moi de vous retenir encore par une toute dernière petite histoire. Une fois, l'ancien dictateur parti ou dégagé en est venu, et je parle des gens dans l'Esh Falissa et des institutions comme le PNUD, pour ne citer que ceux-ci, sont venus nous convertir à la transition démocratique et à son corollaire, la justice transitionnelle. Le prêche nous a séduits et nous y avons cru. Puis d'autres gens du pays, ceux-là, sont venus nous promettre pas la lune ou la réalisation de nos revendications, mais l'au-delà. Le prêche nous a séduits et nous leur avons livré notre présent et notre futur avant de réaliser qu'ils étaient des larbins et des faux. Puis sont venus des cohortes de séducteurs de tout acabit qui nous ont petit à petit conduits à avoir peur et alors on leur a livré le pays, nos rêves et l'essence même de l'espoir que notre engagement a généré. C'est ainsi que certains d'entre nous se sont gourés et sont partis se consumer dans des guerres qui ne les concernent point ou se sont mis à jouer localement aux méchants loups que d'autres ont cherché un espoir alternatif dans le désespoir et que certains ont été jusqu'à déserter ou à vendre leurs âmes au diable. Et l'on a cru que tous les changements, que nos engagements et notre militance ont réussi à mettre en route allaient partir en fumée. Mais ne voilà-t-il pas que la jeunesse crée une nouvelle fois la surprise et reprend l'étendard et le flambeau avec l'espoir de redresser la situation et de revenir sur le chemin aboutissant à leur attente. Les prémices de ce dont je parle s'appellent « Non, je ne pardonne pas », se déroulent un peu partout dans le pays et rencontrent une répression assez farouche. Ce mouvement et d'autres prouvent bien, à mon humble avis, que des lames de fond continuent à agiter notre pays, que les engagements perdurent, se multiplient et se diversifient et que des changements profonds ne cessent de se profiler dans notre société et dans notre conscience. Merci. Wir sind ein bisschen vor der Zeit sogar. Vielen, vielen Dank, Lina Ben-Mehenni. Darf ich vorschlagen, wenn Sie bereit wären, est-ce que vous seriez prête à peut-être répondre à quelques questions, parce qu'on a juste 5 minutes encore. Si ça vous va, ce serait très gentil. Merci beaucoup. Wer hat eine Frage, wenn wir schon die Gelegenheit haben, diese wunderbare Frau hier stehen zu haben, die so viel geschafft hat, was mich sehr beeindruckt? Darf ich Ihnen das Mikrofon geben? Entschuldigen Sie. J'aurais une question. Je connais bien le Maghreb et aussi la Tunisie. Mon organisation travaille pas en Tunisie, mais en Algérie et puis au Maroc. Et j'ai l'impression que, c'est une impression personnelle, que les femmes sont les grandes perdantes, en fait, de cette lame de fond que vous décrivez. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas ? Non, je ne partage pas votre avis parce que personnellement, je considère que les femmes tunisiennes ont sauvé la Tunisie pendant la phase transitionnelle. Je pense que même en Égypte, au Yémen, en Syrie, les femmes ont réussi à changer tous les stéréotypes qu'il y avait dans le monde occidental par rapport aux femmes arabes. On a vu les femmes manifester dans les rues, elles étaient au premier rang des manifestations et tout ça. Certes, à un certain moment, on a eu peur pour les droits des femmes en Tunisie.
on a entendu des discours horribles de la part de certains leaders islamistes. Et puis à un certain moment, nous avons eu à nous battre pendant l'écriture de la Constitution. Par exemple, il y a eu un grand débat par rapport à un article où certains représentants de l'Assemblée constituante voulaient utiliser le terme complémentarité entre les hommes et les femmes au lieu d'utiliser le terme qu'on utilise partout dans le monde, égalité, mais voilà, la société civile et notamment les femmes se sont battues, on a réussi à changer cela. Bon, à chaque fois où il y a eu une tentative pour atteindre aux droits des femmes, il y a eu de la résistance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours loin de l'égalité totale. C'est vrai que sur 27 ministres, on n'a que 3 femmes ministres et puis, quand il s'agit des gouverneurs, il n'y a pas de femmes. Mais moi, je vois que les femmes résistent, qu'elles travaillent dans tous les secteurs et qu'elles ne vont pas lâcher l'affaire. Wer mag noch eine Frage stellen? Merci bien. Merci pour votre témoignage qui est très impressionnant parce qu'il vient d'un terrain qui est en train de bouger et de se transformer. Et j'aurais une question en lien avec ce que nous avons entendu ce matin à propos de l'islam et de la démocratie et des droits individuels et des droits collectifs. Où le philosophe a dit, voilà, il y a un enjeu parce que le mouvement islamique voit la dimension collective et ne voit pas, et c'est important de se battre sur les droits individuels. Et j'aimerais vous entendre à partir de votre point de vue de militante et de femme sur ce point-là. Merci beaucoup. Bien sûr, je partage l'avis du philosophe. Justement, quand il s'agit des islamistes, et je ne parle pas des musulmans, les islamistes, il y a eu beaucoup d'atteintes aux libertés individuelles sous le règne de la Troïka avec comme leader le parti islamiste Nahda. Donc ces gens-là ne respectent pas les libertés individuelles et comme c'était le cas pour les droits des femmes, on a dû se battre pour les droits individuels et la bataille continue toujours parce qu'il y a toujours des menaces par rapport aux libertés individuelles. Donc, l'une des demandes de la révolution ou l'un des objectifs de la révolution, c'était la liberté, notamment la liberté de la croyance, de la religion. Mais j'ai parlé du slogan « emploi, liberté et dignité ». Mais quand ces gens-là ont eu le pouvoir, ils ont essayé de nous priver de nos libertés individuelles. Et ils sont même passés à la violence, à la répression. Weitere Fragen? Je profite du silence de poser ma question, ce qui est plus une question de compréhension, Lina. Tu as passé un peu vite sur la fin de ta présentation quand tu parlais des jeunes. Beaucoup des jeunes sont partis et j'en ai compris aussi dans les mouvements d'extrémistes. Puis après, tu es venu à votre mouvement actuel, Nous ne pardonnons pas. Peut-être ça vaudrait la peine d'expliquer un petit peu mieux au public cette transition-là. D'accord. Oui, en fait, c'est les contraintes de temps. Oui, j'ai parlé de jeunes qui ont perdu tout espoir et qui se jettent soit dans la Méditerranée en cherchant une vie meilleure du côté de l'Europe, ou ceux qui partent faire le djihad en Syrie, en Irak. Dernièrement, je suis sûre que vous avez entendu parler du fait que le plus grand nombre de djihadistes au rang de l'État islamique sont de la Tunisie. Voilà. Donc moi, j'estime que ce sont des jeunes qui ont perdu tout espoir. Ils avaient beaucoup d'espoir après
le départ du dictateur. Et quand rien n'a changé pour eux, vu qu'il n'y avait pas de volonté politique pour changer les choses, ils ont perdu tout espoir. C'est normal qu'ils deviennent fragiles psychologiquement, qu'ils soient facilement manipulables, qu'ils acceptent de l'argent pour partir en rêvant d'un monde meilleur, que ce soit en Europe clandestinement ou faire le djihad, donc avec toutes les promesses qu'on leur donne et la possibilité de voyager, et puis ils reçoivent de l'argent et puis on leur promet le paradis. Donc c'est tout à fait normal. Cependant, je tiens à dire qu'il y a toujours des jeunes qui résistent en Tunisie, qui n'ont pas voulu abandonner le pays. Ils sont surtout actifs dans la société civile. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a plein d'organisations, d'associations qui ont été créées par des jeunes et qui sont très actifs. Moi, je mentionnerai par exemple l'association Al-Bawsla qui a été créée par une blogueuse cyberactiviste, Emira Yahyaoui, et qui a fait le contrôle et la surveillance des travaux de l'Assemblée constituante. Donc ce sont eux qui nous avertissaient par rapport à tout ce qui se passait à l'Assemblée constituante. Et puis maintenant, ils ont surveillé les élections. Aujourd'hui, ils continuent à surveiller et contrôler les travaux du Parlement. Donc il y a des jeunes qui sont en train de faire quelque chose. Et aujourd'hui, parce qu'à un certain moment, on a parlé de la fin du mouvement de cyberactivisme et l'activité des blogueurs en Tunisie, mais pendant le mois de juin, je crois, ou juste après l'attentat terroriste à Sousse, Beji Qaïd Sebsi, qui est le président de la République, a annoncé un projet de loi qu'on appelle la loi sur la réconciliation. La société civile et plusieurs personnes qui ont été toujours actives, nous estimons que cette loi est une loi qui va garantir l'amnistie à tous les corrompus du régime de Ben Ali. Et nous estimons que voilà, ça c'est une partie d'un compromis entre M. Beji Qaïd Sebsi et tous les anciens, ceux qui appartenaient au régime de Ben Ali, ils ont voté pour lui et en contrepartie, ils allaient obtenir cette amnistie sous le prétexte qu'il s'agit d'hommes d'affaires et qu'ils vont sauver la Tunisie économiquement. Tout d'abord, cela démontre que ce gouvernement n'a pas de projet économique de la Tunisie, puisqu'il cherche l'argent des corrompus. C'est la seule solution qu'ils ont trouvée. Donc, il y a eu des contestations. Ça a commencé tout d'abord en ligne à travers des pétitions. Et puis, un mouvement qui s'appelle « Je ne pardonne pas » s'est organisé partout dans tout le pays. Et puis, on est passé aux actions sur le terrain, donc des manifestations dans différentes régions de la Tunisie. Et ces manifestations ont été réprimées. Les bombes lacrymogènes, les matraques et puis les arrestations des jeunes. Demain, il y aura une grande manifestation à Tunis, donc organisée tout d'abord par ce mouvement qui a commencé en ligne, mais après on a été rejoint par différentes composantes de la société civile, mais aussi par les partis politiques de l'opposition. Donc, mais je tiens à dire que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de permission à cette manifestation, mais que tous les gens que j'ai mentionnés ont insisté et vont descendre dans la rue. Comme on parle ici aussi de la solidarité, quel rôle pourrait jouer l'Europe et la Suisse, à votre avis, pour améliorer la situation chez vous? Moi, je pense que l'information est très importante. Quand je voyage beaucoup, quand je discute avec des gens en dehors de la Tunisie, je vois qu'il y a beaucoup d'idées reçues et je vois surtout que plusieurs personnes pensent que tout va bien en Tunisie parce qu'on a tendance à comparer la situation en Tunisie avec celle dans notre pays.
du dit printemps arabe, et j'aime pas ce label non plus, comme j'aime pas cette histoire de la révolution du jasmin, parce que on n'a même pas utilisé le jasmin symboliquement, donc ce sont des noms qu'on n'a pas choisi, qu'on nous a imposés justement. Donc, moi, j'estime que vous pourriez nous aider en essayant de comprendre ce qui se passe, mais surtout en nous soutenant économiquement, parce que aujourd'hui, je vois que tout le monde fuit la Tunisie sous prétexte de ses problèmes sécuritaires et le terrorisme, mais on a vu que le terrorisme peut frapper n'importe où. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Le terrorisme a frappé aux États-Unis. On a vu ce qui s'est passé en France et dans d'autres pays du monde. Donc, pourquoi déserter la Tunisie? Pourquoi il y a des pays qui ont appelé leurs citoyens à ne plus aller en Tunisie? Voilà, nous vivons en Tunisie et c'est bon, tout va bien. Des attentats et des attaques terroristes peuvent survenir n'importe où. Donc, et puis, pourquoi les investisseurs et tout le monde fuit la Tunisie? Le peuple tunisien s'est relevé contre la dictature, et en désertant la Tunisie, en la laissant et en se retirant de la Tunisie, on va aider le terrorisme. On ne va pas mettre fin au terrorisme, parce que voilà, les terroristes profitent de la pauvreté, de l'ignorance pour propager leurs idées. Donc, il ne faut pas leur donner cette chance. Il faut essayer d'aider les jeunes. Merci beaucoup.